jours, le CHC est résolument engagé dans la voie de la qualité et de la sécurité pour le patient. Des années avant que ça devienne un objectif du SPF Santé publique, le CHC avait déjà mis en œuvre une structure de gestion de la qualité. Le modèle de gouvernance que nous avons mis en place a d'ailleurs été reconnu par les autorités. En effet, en 2009, le CHC s'est vu décerner le prix Wallon de la qualité dans la catégorie « L'éveil à l'excellence ». La recherche de la qualité n'a aucun sens, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas un engagement fort des acteurs de terrain. À titre individuel d'abord bien sûr, mais aussi et surtout à titre collectif. La recherche de la qualité implique des équipes fortes, soudées, solidaires. L'aéronautique a une très large expérience de la prise en charge de la gestion des risques et des facteurs humains. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'être accompagnés dans notre démarche par des experts de l'aviation civile. Un quartier opératoire est sans aucun doute un des endroits les plus sensibles de l'hôpital. Les risques y sont quotidiens et une erreur peut avoir des conséquences extrêmement graves. C'est dans ce contexte-là que j'ai évidemment accueilli avec enthousiasme l'initiative de la direction des quartiers opératoires et des membres du groupe qualité-efficience lorsqu'ils m'ont proposé de rentrer dans un processus de certification pour le quartier opératoire de la clinique Saint-Joseph. L'idée est évidemment de dépasser le quartier opératoire de la clinique Saint-Joseph et d'étendre ça d'abord aux autres quartiers opératoires et puis par la suite à l'ensemble de l'hôpital. Les objectifs de la direction des quartiers opératoires, ça a toujours été d'améliorer la qualité et la sécurité des soins rendus aux patients. L'expérience montre que pour être au top, il faut travailler en équipe, être solidaires tous les uns des autres. Pour pouvoir travailler ensemble, il faut qu'ils sachent vers quel but ils doivent aller, quelle vision ils ont, quelle mission ils ont, et aussi quelles sont les valeurs qui sous-tendent cette mission et cette vision. Ça a commencé en 2013 où nous avons participé à un groupe de travail qu'on a dénommé Qualité et Efficience avec le service d'hygiène hospitalière ainsi qu'avec la direction des quartiers opératoires afin de promouvoir la qualité et la sécurité au sein du bloc opératoire. Les premières réunions ont consisté en des réunions qu'on a dénommées accident-incident, où nous avons débattu avec tous les différents intervenants du bloc opératoire d'un incident qui s'était produit, afin d'essayer de comprendre le comment et le pourquoi et d'éviter à l'avenir qu'il ne se reproduise. C'est de cette manière-là qu'on a adapté de nouvelles procédures pour, par exemple, supprimer le latex des blocs opératoires et même de l'institution. On s'est focalisé aussi avec ce groupe de travail sur la prévention des infections post-opératoires et on s'est basé sur les nouvelles recommandations du Conseil supérieur de la santé afin de développer de nouveaux instruments pour les prévenir, tels que la checklist qui est actuellement utilisée sur les différents sites opératoires. On s'est dit aussi, tous les participants à ce groupe de travail, qu'il fallait faire reconnaître cette démarche qualitative. Et comment la faire reconnaître? En la faisant certifier par un organisme agréé, qui est l'accréditation Canada International. La mission que nous avons retenue, c'est la prise en charge optimale et multidisciplinaire du patient au sein des quartiers opératoires. Nous avons besoin que les différents intervenants du bloc opératoire, qu'ils soient médecins, infirmiers, logisticiens, participent tous ensemble à ce projet. Les différentes valeurs auxquelles les différents intervenants du bloc doivent souscrire sont le respect, l'épanouissement, l'excellence, l'esprit d'équipe et la sécurité. Pour moi, l'excellence, c'est pouvoir tirer les équipes vers le haut. C'est aussi essayer d'arriver à une certaine performance qui va permettre à ce que le patient soit satisfait dans sa globalité. Avec elle, voir ce qui est le plus approprié. Vous êtes bien. Au niveau des équipes en intersite ou en interdisciplinarité, pour le moment, on est en train de travailler sur différents projets. Je peux citer des exemples, notamment l'amélioration de la qualité de la préparation cutanée du patient. On travaille sur la normothermie, sur l'antibioprophylaxie. Donc ça, c'est vraiment en interdisciplinarité et en intersite.
on a vraiment vu que c'était important sur le terrain de se dire qu'il fallait chaque fois des experts de terrain dans chaque discipline. Donc notre leitmotiv maintenant, pour le moment, c'est justement de travailler sur la définition de ces experts-là pour pouvoir s'améliorer dans suivre le matériel, la péremption, donc différentes choses qui vont améliorer vraiment la qualité des soins pour le patient. Pour avoir un esprit d'équipe, il faut avant tout avoir une communication correcte entre les différents intervenants. Un chirurgien ne sait pas opérer si le patient n'est pas curarisé, il ne sait pas opérer s'il a juste ses 2 mains et s'il n'a pas d'aide opératoire. D'un autre côté, le chirurgien doit pouvoir informer l'anesthésiste de certains actes qu'il va poser, comme un clampage vasculaire ou autre chose, qui va modifier l'hémodynamique du patient. Donc toutes ces choses-là sont des interconnexions simples d'une personne vis-à-vis d'une autre, mais ces interconnexions peuvent encore aller plus loin dans des cas plus compliqués comme une hémorragie aiguë ou un problème d'arrêt sur table, enfin les scénarios un peu catastrophes, où là, tous les intervenants doivent agir en même temps, avec éventuellement même parfois des aides d'autres salles d'opération, etc. Alors, il y a les phénomènes de crise, il y a l'interaction basique, et puis on peut même aller parfois un peu plus loin. C'est-à-dire que si on est en train de faire une intervention difficile avec un saignement, l'instrumentiste fait très bien son travail, elle aspire comme il faut, le chirurgien ne se rend pas toujours compte de l'importance du saignement qui peut éventuellement avoir lieu. Et à ce moment-là, si la circulante passe à côté du pot d'aspiration, dire « attention, il y a 500 cc dans l'aspiration », c'est une information importante pour le chirurgien. Alors, soit on a un esprit d'équipe et on prend cette information telle qu'elle est, comme une information qui permet d'avancer, soit on peut être frustré en disant « écoute, je suis occupé, ne me dérange pas avec ça ». Donc c'est cette dynamique entre les différents intervenants qui permet de faire au final du bon travail, même dans des situations qui peuvent être difficiles. L'activité opératoire au bloc de l'Espérance étant très soutenue, étant donné qu'on a autant de pédiatrie que de chirurgie adulte, le patient, pour qu'il soit pris en charge de façon optimale, fait intervenir autour de lui, ne le voit peut-être pas, mais toute une série de corps de métier. Ça va de la logistique à la secrétaire, à l'infirmière, au chirurgien, à l'anesthésiste. Toutes ces personnes-là travaillent en équipe pour que le passage du patient au bloc se passe de façon harmonieuse. Alors, le respect, pour moi, c'est faire attention au travail de chacun au bloc opératoire et faire attention à l'environnement qu'il y a au bloc opératoire. L'équipe a la possibilité de donner son avis, de donner aussi ses attentes par rapport à ce que sera le nouvel hôpital, donner un petit peu sa vision des choses. Quand j'ai une technicienne de surface qui nettoie la salle, pour que son travail soit fait de manière correcte, il faut lui laisser le temps de faire son travail pour que le patient, quand on va arriver dans la salle soit nettoyée comme il faut. Donc respecter le travail de chacun d'eux, autant de la technicienne de surface que de l'infirmière, que de l'anesthésiste. Faire de la sécurité seul, dans sa propre discipline, n'a pas beaucoup de sens et n'a pas beaucoup d'efficacité non plus. On s'est rendu compte progressivement que c'était une problématique qui touchait un petit peu finalement tous les acteurs de la chaîne qui participent à la prise en charge du patient, aussi bien les chirurgiens que les infirmières ou même l'ensemble du personnel soignant, et qu'il fallait essayer d'avoir une culture de sécurité qui touche l'ensemble de ces acteurs-là pour qu'on puisse avoir une efficacité. L'exemple typique, c'est l'instauration de la checklist qui permet aux différents acteurs impliqués de vérifier l'identité du patient, que la bonne intervention est bien celle qui a été programmée et d'éviter toutes sortes d'incidents liés à la non-vérification de certains paramètres. En médecine, c'est une prise de conscience beaucoup plus récente qu'il fallait vérifier certaines choses avant de commencer un acte qui soit anesthésique, qui soit infirmier ou qui soit chirurgical. Il y a des choses à vérifier avant et ça permet d'éviter certaines difficultés, certaines complications également. Donc, concernant la sécurité aussi, le fait de mettre en place certains moyens informatiques
qui permettent d'avoir une bonne visualisation du programme opératoire d'une manière générale, permet un fonctionnement plus harmonieux du programme opératoire et tout ça contribue aussi à la sécurité. On passe plus d'un tiers de notre vie au travail. Alors pour moi, c'est super important de bien se sentir, de pouvoir s'épanouir dans notre travail et on est aussi plus performant au final. Pour cela, il faut aussi définir un cadre de travail chaleureux, respectueux vis-à-vis des autres, pouvoir stimuler aussi le personnel avec qui on travaille et nos collègues aussi. Pour pouvoir stimuler les gens, il y a plusieurs façons. Vous pouvez les proposer des formations soit au sein du bloc opératoire ou via des sociétés extérieures et pouvoir aussi valoriser les personnes quand elles ont un projet. Jusqu'à quelle heure? 7h30, enfin 7h jusqu'à 21h. J'avais fait 5 propositions d'horaire. Elles sont revenues 2 semaines après avec une 6e proposition qui a fait l'unanimité ou presque de tout le staff. Leur objectif, c'était de garantir le fait qu'il y avait quelqu'un de garde et une 2e garde pendant les 2 jours du week-end et la qualité des soins qu'on pouvait donner aux patients, mais de ne pas oublier leur qualité de vie. Donc ça, c'était un super projet humain qui nous a permis à toutes de trouver notre équilibre, je pense, qui est nécessaire en tout cas. L'activité opératoire, c'est comme dans n'importe quel domaine, c'est l'équipe qui gagne. La certification nous permettra de nous rapprocher de l'excellence d'une part, du team spirit et de l'épanouissement chacun. Nous sommes aujourd'hui chez CAE, la société canadienne qui fait de la simulation pour les aviateurs, pour les pilotes de plusieurs compagnies aériennes. Et on est à la concrétisation de la première phase de notre collaboration avec la société Reportin pour la mise en route de la nouvelle checklist. Reportin, eh bien, c'est un groupe de pilotes qui sont tous instructeurs et qui aujourd'hui essayent de partager dans d'autres mondes que le leur expérience. Ils vont travailler sur 3 choses avec nous. La première, c'est travailler sur la checklist. Le deuxième volet de leur collaboration, ça sera le travail en équipe. Ce que nous partageons justement, ce sont les similitudes entre nos métiers pour que, par exemple, les infirmiers, les médecins du CHC puissent se rendre compte par eux-mêmes des similitudes, puissent ensuite aller expérimenter et valider cela dans le simulateur et puis ensuite le mettre en application chez eux au service de leurs patients. Checklist, vous me la demandez, je l'annonce, on la lit correctement, mot pour mot. Cette démarche actuelle de formation s'inscrit dans une démarche plus globale de certification. Donc nous sommes engagés dans un processus de certification avec une société qui s'appelle Accréditation Canada International pour certifier les quartiers opératoires de la clinique Saint-Joseph dans un premier temps, mais par après des autres entités de l'institution et puis finalement de l'institution globalement. C'est une première en Belgique et je pense que c'est une première européenne. Plus on va avancer dans l'avenir, plus on va être financé par un phénomène de forfaitisation des pathologies. Donc, ce qui veut dire qu'on va naturellement devoir faire mieux avec moins. Les études ont montré que l'utilisation de la checklist et du travail en équipe au sein des quartiers opératoires permettront la diminution de 50% des complications. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Sur le site de Saint-Joseph-Liège, Montagnier et Warem, qui représente 15 000 interventions par an, nous aurons 750 diminutions de complications qui se traduira par 2 millions d'euros en moins par an à payer pour la sécurité sociale. Étiquetage, signature. Réalisé. Prélèvement. Pas de prélèvement. Alors au niveau de ce qui a déjà été fait au niveau de la certification, il y a des groupes de travail qui sont déjà lancés depuis plusieurs mois.
notamment un groupe de travail sur la préparation des patients. C'est un groupe de travail qui existe déjà depuis maintenant plus d'1 an et qui travaille aussi en amont avec les unités de soins pour préparer au mieux le patient à l'intervention. Il y a également un groupe de travail normothermie antibioprophylaxie. Au début 2016, il est prévu qu'un certificateur d'accréditation Canada vienne sur le terrain et vérifie dans différents dossiers des patients si tout ce qu'il y a dans les normes concernées par cette certification est rempli. L'atterrissage, c'est pas facile. On a réellement l'impression qu'on pilote pour de vrai un avion. C'est une impression terrible de se retrouver, de décoller, de soulever du sol, d'arriver en plein ciel, de voler au-dessus de Bruxelles. C'est impressionnant. Mais j'ai quand même eu un peu de stress, hein. Ça il faut le dire. Je suis trop bas là ou quoi? Je pense, mais on va aller sur la ligne verte quand même. Et puis alors la checklist, parfois là, elle s'envole un petit peu avec l'avion. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez faire attention. Ça vous donne aussi une bonne idée de la checklist, parce que vous le faites et il demande des réponses précises. Vous êtes obligé de faire confiance à celui qui est à côté de vous, tout comme lui doit vous faire confiance et vous oblige à une certaine responsabilité. Beaucoup de chance de pouvoir faire ce qu'on a fait et réellement il n'était pas évident de voir directement le lien avec la pratique professionnelle, mais ça a très bien été fait et on en voit l'utilité. Pour tout vous avouer, moi je suis venu ici avec des pieds de plomb parce que je pensais vraiment que c'était une journée où on allait perdre son temps et un peu jouer et qu'en fait le programme était très long. En fait, je change complètement d'avis après la journée parce que j'ai trouvé que c'était fait de façon sensationnelle, que en fait c'était en même temps amusant et instructif, que le but bien entendu de la journée c'était de nous persuader que la checklist pouvait diminuer les risques quand on manageait l'opération d'un patient. Je pense que ces choses faites, effectivement, on se rend bien compte que c'est des choses qu'on faisait déjà intuitivement mais de manière non systématique. En systématisant les choses, on est bien persuadé qu'effectivement il y a beaucoup de chances de diminuer les risques autour d'une intervention. Tout le monde est rentré enchanté, franchement, pour dire. Et je pense que c'est stimulant, oui, qu'effectivement, on va avoir envie de le faire, alors qu'on n'avait pas du tout envie de le faire avant. Il y a un appel, soit de l'infirmière, le chirurgien, l'anesthésiste, fait un appel, et on se réunit tous les quatre, infirmière circulante, infirmière instrumentiste, chirurgien anesthésiste, et on est côte à côte, et on fait point par point, comme on nous l'a appris lors de cette journée-là. Donc ça, je pense que c'est ce qui a probablement changé fondamentalement la vision de la checklist. Ça me permet peut-être d'éclaircir, quand il manquait du matériel ou quand quelque chose n'allait pas dans la préparation, je palliais à ce manque-là, mais ici c'est clairement défini et ça permet d'être sûr qu'on a bien tout le matériel requis. Chacun s'investit, chacun prend une part active à la bonne organisation du cas opératoire. On assume une responsabilité collective aussi. Auparavant, on travaillait de manière plutôt individualiste, où chacun réalisait sa checklist à un moment précis dans son coin. Et ici, on a appris justement à travailler en équipe, où on se retrouve tous pendant 2 minutes, chirurgiens, anesthésistes, infirmières, instrumentistes, pour discuter de l'intervention, revérifier tous les paramètres de l'intervention et le faire ensemble. Installation correcte, on va vérifier. Oui, plaque d'historie, elle est squeeze droite. Le premier bienfait, c'est le contact qui est différent maintenant entre tous les intervenants du bloc. On a des contacts beaucoup plus proches, beaucoup plus familiers, avec des personnes que l'on ne connaissait pas au départ aussi bien et à qui on n'osait pas toujours parler. Une infirmière était parfois, une jeune infirmière réticente de faire une remarque à un anesthésiste ou à un chirurgien, de poser une question en disant « je ne connais pas l'intervention, que va-t-il se passer ?» Ici, tout le monde est vraiment à l'aise de discuter de tout ce qui peut se rencontrer lors de l'intervention. C'était extrêmement important d'établir le parallélisme qu'il peut y avoir entre l'aviation civile et notre métier au bloc opératoire et s'apercevoir que des mesures de sécurité qui sont indispensables en aviation civile le sont finalement tout autant dans ce que nous faisons. Même si les conditions sont un peu différentes, il y a quand même énormément de similitudes.
notamment en ce qui concerne le travail d'équipe, s'apercevoir qu'on n'est pas un chirurgien tout seul, mais qu'il y a aussi des gens autour de nous, infirmières circulantes, infirmières instrumentistes, qui ont une importance capitale dans la qualité du travail que nous faisons tous les jours. Absolument tous les métiers étaient présents et donc il était important que chaque métier puisse en même temps prendre conscience de cette importance de vérifier avant de commencer tout geste. Et je pense que ça change déjà nos habitudes au bloc opératoire maintenant. Il est clair qu'à l'heure actuelle, tout le monde n'est pas encore tout à fait convaincu de l'utilité de cette checklist. Mais au fil de nos expériences, on s'aperçoit que quand on la met en route, on arrive à éviter pas mal d'incidents. Frein 3000, flaps 18, instrument vérifié, fuel 6000. D'accord ? Si on ne le fait pas, tôt ou tard, à vous ou à un de vos collègues, il y aura un couac. Je crois que tout le monde a bien pris conscience de l'importance de cette vérification et donc de cette checklist avant, pendant, après la chirurgie, de façon à être certain de ne rien oublier et donc finalement d'amener de la qualité supplémentaire auprès des soins que nous donnons à nos patients. Nous, en tant qu'infirmières, ça nous permet aussi de nous responsabiliser au niveau de la préparation du matériel, de mettre en évidence l'intérêt que le matériel soit là avant le début de l'intervention. Et voilà, il y a alors pas mal de gens qui étaient réfractaires au départ, participent vraiment activement maintenant à cette checklist et ça fait vraiment plaisir à voir. Alors, il y a encore des imperfections, on n'utilise pas encore tout à fait les réponses défensives comme elles devraient l'être. Il y a encore une évolution probablement même au niveau des items qui doit être fait dans les 6 mois à venir. Je pense que ça permet effectivement de donner au personnel infirmier un droit de parole qui n'avait peut-être pas de façon spontanée auparavant. Et donc, il y a des choses qui peuvent être plus faciles à exprimer. Simplement parce qu'il y a un droit de parole qui est donné à un moment donné pour prendre les choses en main. Les petits exemples qu'ils nous ont apportés sur les crashs d'aviation civile étaient très parlants par rapport à ce qu'on retrouve au bloc opératoire. Ici, la checklist revue par les pilotes, on va dire, comme ça, amène, si vous voulez, une espèce de rigueur quasi militaire que les pilotes ont et apporte des items supplémentaires et fait en sorte qu'on évite d'oublier un maximum de détails. Dans notre profession, évidemment, c'est ces détails qui font la différence. Donc on a tout de suite vu qu'il y avait une amélioration dans notre communication. Donc ces espaces qu'on retrouve dans le briefing et également dans les risques opératoires, risques de saignement, risques d'intubation difficile, risques anesthésiques, on les échange directement avec le chirurgien. Checklist avant décollage terminée. Hein, on annonce la checklist terminée à la fin. Je n'étais pas trop enthousiaste. Je n'étais pas enthousiaste non plus pour la checklist que je ne remplissais jamais l'année dernière. Mais j'ai vraiment été conquis par la journée qui était organisée et le parallèle avec la sécurité dans l'aviation, surtout l'esprit d'équipe qui est développé par ça, la suppression des barrières entre les chirurgiens, le personnel infirmier et l'anesthésiste fait que j'ai vraiment été conquis à la fin par cette checklist que je remplis maintenant de façon tout à fait assidue. Et voilà, on est parti. Donc regarde bien droit devant toi. Nous avons un retour extrêmement enthousiaste de tous les participants. Même les plus récalcitrants à l'utilisation de la checklist sont repartis en étant convaincus de son utilité. Les prochaines étapes, c'est de maintenir l'utilisation de la checklist de manière régulière et bien faite. Donc il faudra qu'on vérifie de temps en temps, qu'on fasse des petites piqûres de rappel. Et puis on va travailler sur ce qu'on appelle le CRM, hein, le Crew Resource Management, donc sur tout le travail d'équipe, comment travailler en équipe le plus efficacement possible. Et la troisième étape, ça sera donc les simulations sur mannequin en salle d'opération. L'enjeu de la formation CRM, c'est d'une part de rappeler les principes de la checklist pour continuer à ce que tout le monde la fasse, tout le monde et tout le temps. Et la fasse selon les principes qui nous ont été inculqués par l'aviation, c'est-à-dire de le faire en commun. Nous voulons encore aller plus loin que simplement faire la checklist, c'est vraiment établir une communication, une collaboration entre tous les membres de l'équipe,
puisqu'on avait montré que cette collaboration, ce travail d'équipe, ce CRM, permet de réduire les complications de 50% au niveau chirurgical. La mise en pratique et le maintien de ces pratiques au jour le jour, il va falloir qu'on aille vers la troisième étape de notre plan, c'est-à-dire faire des exercices de simulation. L'erreur, elle fait partie de la nature humaine, c'est inhérent à la nature humaine, d'accord? Mais on a installé des filets de sécurité pour pouvoir prévenir ces erreurs et pour pouvoir les corriger. L'objet de la formation CRM, c'est de partager avec les équipes médicales du CHC toute une série de concepts qui sont liés à ce qu'on appelle les facteurs humains, c'est-à-dire la manière dont, en tant qu'individu ou en tant que membre d'une équipe, nous interagissons les uns avec les autres pour identifier les faiblesses, les menaces liées à ce fonctionnement et mettre en place des stratégies pour y répondre efficacement. Des problèmes liés à la gestion des situations de crise. Donc ça, c'est une demande spécifique du CHC. Nous avons développé en collaboration avec l'équipe TECOF une procédure à mettre en place lors d'un appel à l'aide pour que tout le monde soit bien au courant au fait du rôle des autres personnes dans l'équipe. C'est un aspect des choses que je ne connaissais pas bien effectivement en médecine parce que ce n'est pas abordé de façon habituelle et il est clair que les facteurs humains sont une cause importante d'accidents et la façon de réagir face à des problèmes est très importante et c'est ce qu'on voit un petit peu dans la formation CRM. Je dis pour cette formation CRM, c'est très interpellant et ça doit nous amener à la réflexion de mieux organiser ces situations de stress que l'on peut être amené à vivre à tout moment. Moi, je suis très enthousiaste, ça c'est certain, mais je pense que la plupart des personnes seront intéressées par ces démarches parce que c'est des choses qu'on peut vivre à tout moment. Très constructif, beaucoup d'échanges entre les différents partenaires, anesthésie, chir et au niveau de l'équipe infirmière avec qui je travaille. Très instructif dans la manière d'aborder les choses, dans les corrélations qu'on trouve entre le monde de l'aviation et le monde médical et tout ce côté théorique et pratique qu'on a pu voir ou des exemples de films très touchants aussi. On ne pensait pas au début quand on a fait le projet TECOF d'être si loin ou que ça pouvait nous apporter autant dans notre pratique et que l'analogie avec les pilotes, quand on nous a dit « ah oui, c'est les pilotes qui vont venir vous former », on ne comprenait pas du tout ce qu'ils pouvaient nous apporter et on voit que leur expérience et que les problèmes qu'ils ont eu dans l'aviation il y a des années, des dizaines d'années, on peut aussi rencontrer ce genre de problème chez nous. Ça nous permet d'avancer et d'être mieux, d'être plus en phase les uns avec les autres et de faire du bon travail, je pense, tous ensemble. Oui, aujourd'hui, ce qu'on nous a rappelé, c'est l'importance aussi des procédures, des briefings et le simple fait de parler et la manière dont on communique peut être aussi mis sous forme de procédures et de briefing pour aider à faire passer le bon message. Les procédures ne sont pas particulièrement compliquées, c'est parfois simplement une séquence de lettres qui nous rappelle un petit peu dans quel ordre il faut faire les choses. Je pense que la pratique va d'elle-même prouver l'efficacité et qu'au bout du compte, ça deviendra quelque chose de normal. Quelque part, ça va rendre les intervenants beaucoup plus rapides dans les échanges et donc forcément dans les réactions. On parlait notamment des problèmes d'assertivité et je pense que il faudra bien travailler là-dessus. Ils insistent vraiment sur quelles sont les conséquences que peuvent avoir les facteurs humains un peu dans la gestion d'un bloc opératoire et surtout la gestion des difficultés qu'on peut rencontrer dans un bloc opératoire. Ils nous ont permis d'approcher des outils qui vont nous permettre peut-être de diminuer l'influence de ces facteurs humains, qui permettent de structurer un petit peu la transmission d'informations, de structurer surtout comment on prend les choses en charge et de donner à chacun son rôle. Ces outils peuvent paraître peut-être pour certains encore aujourd'hui comme des choses supplémentaires à faire à un moment de stress où on a peut-être pas envie de penser à dire oui tiens c'était comment encore FARTS, dans quel ordre il faut donner les choses, mais je pense qu'il faut voir les choses un peu à plus long terme et je pense que l'étape suivante qui va être très intéressante c'est la simulation sur mannequin qui va nous permettre de maîtriser ces outils et en tout cas de les intégrer de façon à ce qu'ils deviennent plus automatiques et c'est à ce moment-là seulement qu'on sera vraiment efficace avec une transmission de l'information qui sera optimale pour gérer le problème dans son entièreté avec chacun à son poste, un coordinateur qui supervise le tout et essayer d'avoir un maximum de résultats.
C'est la nouveauté, effectivement, c'est d'aller au simulateur plus seul, mais avec une équipe entière, ce qui permet de mieux appréhender les difficultés de communication qu'on n'aurait pas pu évidemment évaluer si on est seul, c'est l'évidence. Et je pense que ça ouvre des portes, simplement par le fait que les différents intervenants du bloc opératoire se parlent, pour qu'au moment où il y a un problème, la communication persiste, alors que peut-être qu'avant elle était moins présente. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel il faudra insister dans le futur. Je pense qu'on est vraiment à un tournant au niveau de la mentalité et ça fait plaisir de participer à cette formation. Une fois qu'on sort de cette formation, on se rend compte de l'importance qu'elle peut avoir et de la sécurité qu'elle amène aux patients. Et on peut même s'étonner qu'elle ne soit pas légalement obligatoire dans tous les blocs du pays. Et donc, on est assez heureux et fiers d'être dans une institution qui nous permet d'avoir une sécurité supérieure aux obligations légales.